Le 16 septembre 2016, un accident de voiture assez étrange a lieu dans le Wisconsin. Un tuyau est tombé d'un camion, a percuté le pare-brise d'une voiture et a tué la passagère Barbara Kendhammer. Son mari, lui, qui était au volant, n'a rien eu. La seule chose qu'il demande lorsque les policiers et les pompiers arrivent est qu'est-il arrivé à Barbara et quand est-ce que je pourrai la revoir. Il ne la reverra jamais. 3 mois plus tard, il sera arrêté pour son homicide. Alors, simple accident de voiture ou bien plus que ça? Hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va parler de l'étrange accident de voiture qui s'est passé dans le Wisconsin. Je vais vous raconter les faits et à la fin de la vidéo, vous me direz si vous pensez que Todd Kendhammer est coupable ou non. Todd Kendhammer, c'est un travailleur dans l'entreprise Crown Cork and Seal. Il fait des canettes en aluminium. À côté, il travaille aussi en plus pour remplacer des pare-brises cassés et il revend des maisons avec Barbara, avec qui il est marié depuis 25 ans. Ils se sont mariés en 1991. Barbara Kendhammer, elle travaille à la cafétéria du collège West Salem dans le Wisconsin où le couple vit. Ils avaient 16 ans quand ils se sont rencontrés et ça a été un véritable coup de foudre du côté de Todd Kendhammer. Ils ont commencé à se dater en 1989 et ils se sont mariés en août 1991. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Jessica et Jordan. Ils sont même grands-parents de Carlin, la fille de Jessica. C'est une famille très aimante qui vit de manière confortable et tout le monde s'entend bien. D'ailleurs, leurs enfants leur avaient organisé une fête surprise pour leurs 25 ans de mariage et ça, c'était 2 semaines avant le décès de Barbara. Le 16 septembre 2016, la famille se prépare pour ses vacances annuelles au camping. Ils sont tous très contents puisqu'ils vont partir en fin de journée. Le deal, c'est que Barbara finit son travail et directement après, ils prennent la route. C'était très souvent que Todd Kendhammer conduisait sa femme au travail, puis il occupait ses journées tranquillement, à droite à gauche, avant de revenir la chercher le soir. Ce matin-là, le couple quitte la maison entre 7h15 et 7h30 pour se rendre à Holmen, c'est environ 19 km de là où ils habitent, et un peu après 7h45, ils s'arrêtent chez une voisine qui habite pas très loin. C'est une voisine qui était en vacances et pendant ses vacances, le couple s'était engagé à surveiller sa maison. Donc ils s'y rendaient de temps en temps. Ils se dirigent vers le nord, seulement voilà, le nord, ce n'est absolument pas la route pour emmener Barbara au travail. C'est quelque chose d'assez étrange. Mais on a une raison à ça. Ils s'y rendent pour récupérer un camion dont le pare-brise est cassé et Todd va réparer ce pare-brise. Il s'était arrangé avec le propriétaire pour qu'il laisse les clés sur le véhicule. Le propriétaire était un certain Justin Aim et Todd le connaissait de son travail. Vers 8h du matin, à proximité du croisement des routes County Road M et Borgum Gully Road, un tuyau de 53 pouces, à peu près 1,35 m et qui pesait environ 5 kg, tombe d'un camion, rebondit sur la route et finit sa course dans le pare-brise de la voiture de Todd. Le camion était en sens inverse, il aurait perdu ce tuyau en question et le tuyau aurait heurté Barbara Kendhammer, âgée de 46 ans. Au début, Todd Kendhammer ne sait pas ce qui a percuté le pare-brise, il pense que c'est un oiseau et très vite avec le choc et aussi le fait que la voiture se retrouve dans un fossé, il se rend compte que ce n'est pas un oiseau, mais c'est bel et bien un tuyau qui a troué son pare-brise et qui a blessé sa femme. Une fois la voiture arrêtée, il sort de la voiture, il enlève le tuyau du pare-brise, il sort sa femme et il commence à lui faire un massage cardiaque. À 8h06, il appelle le 911 pour expliquer ce qu'il s'est passé. Le tuyau a percuté sa femme, l'a touché au niveau de la gorge. Il y a du sang qui sort de son nez et de sa bouche et cette dernière ne respire plus. Les ambulanciers et la police arrivent rapidement sur les lieux. Barbara Kendhammer est allongée par terre. Les policiers retrouvent notamment du sang sur le pneu côté passager. Peut-être lorsque Todd a extrait Barbara, il y a du sang qui s'est mis sur le pneu. Barbara est emmenée à l'hôpital en urgence et elle décédera le lendemain de ses blessures. La famille a décidé de donner ses organes, donc
Après son décès, les chirurgiens prélèvent plusieurs de ses organes, puis la recousent et rendent son corps à sa famille. Les circonstances de l'accident sont assez étranges tout de même, et un des policiers a quelques doutes. Il demande à ses collègues de prendre des photos de Todd Kendemer, notamment parce qu'il a du sang sur le t-shirt, sur les mains, et il dit juste au cas où. Il faut aussi se rappeler que Todd Kendemer a sorti sa femme, qui avait du sang partout sur elle, et lui a fait un massage cardiaque. C'est peut-être la raison pour laquelle il a du sang partout sur lui. Elle aurait souffert de blessures par choc contondant au niveau du cou et de la tête. 4 jours après l'accident, la médecin légiste Kathleen McCubbin écrit dans son rapport qu'il y avait 3 lacérations à l'arrière de sa tête, une autre sur le front. Elle avait le nez cassé, des ecchymoses et des saignements ont été retrouvés à l'intérieur de ses lèvres, des ecchymoses ont été retrouvées sur son biceps, et ce n'est pas tout, puisqu'elle a des fractures au niveau des os et ses muscles au niveau du cou apparaissent comme un petit peu plus gros, ce qui pourrait, selon elle, laisser penser à un étranglement. Sur son cou, on peut aussi apercevoir des griffures qui auraient été laissées par des ongles. Selon la médecin légiste, Barbara Kendemer n'a pas été tuée par le tuyau, mais plus à cause d'une fracture du cartilage cricoïde. C'est un cartilage qui est au niveau du larynx. Et selon elle, c'est dû à un étranglement. Il regarde aussi les mains de Todd Kendemer. Comme je vous l'ai dit, il avait du sang partout, mais ce qu'il remarque, c'est qu'au niveau de ses os, donc ici et ici, je ne sais pas comment on appelle ça, il a du sang. Comme si il avait frappé quelque chose et que ça s'était ouvert au niveau des jointures. Il a aussi des griffures sur le torse, ce que les policiers n'arrivent pas vraiment à expliquer. Autant pour les mains, il l'explique par le fait qu'il aurait mis un coup de poing dans le pare-brise, mais les griffures au niveau du torse, ils ne savent pas. Les policiers cherchent le camion qui aurait perdu le tuyau. Selon Todd Kendemer, le camion était bleu-vert foncé. Cependant, il n'est plus trop sûr de rien puisque ses souvenirs sont assez flous. Il ne retrouve pas le camion, ni même sur les caméras de surveillance. Il y avait un ranch de chevaux pas très loin et dans ce ranch de chevaux, il y a une caméra. Et sur cette caméra, on peut apercevoir une toute petite partie de la route. Alors c'est très faible, certes, mais dans le champ de vision de cette caméra, on aperçoit la voiture de Todd Kendemer passer, mais à aucun moment, il y a un camion qui passe. Il était 7h57 lorsque la voiture de Todd Kendemer a été aperçue sur la caméra de surveillance du ranch. Ils sont bien sûr aussi à la recherche de témoins. Et un témoin, un ouvrier du bâtiment, dit qu'effectivement, il a vu cette voiture dans le fossé. Cependant, lorsqu'il est passé devant la voiture, le pare-brise était intact et la porte passager était ouverte. Comme il n'a vu personne aux alentours, il ne s'est pas arrêté. Selon lui, il était vers 8h du matin lorsqu'il est passé devant. Les preuves récupérées dans la voiture semblent indiquer que Barbara a été agressée et qu'ensuite le pare-brise a été cassé. Si les policiers pensent ça, c'est tout simplement puisqu'il y a du verre sur le siège passager. Or, si Barbara avait été dessus, il n'y aurait pas eu autant de verre. Et surtout, sur Barbara, il ne retrouve aucun morceau de verre. Donc comment expliquer que le tuyau ait percuté le pare-brise sans laisser de morceaux de verre sur Barbara ? De plus, ils n'ont pas retrouvé de morceaux de verre dans la portière du véhicule, vous savez, le long là où on peut mettre une bouteille. Du coup, ils en déduisent que la porte était probablement ouverte lorsque le pare-brise a été brisé. Dernière chose qu'ils remarquent, c'est qu'il n'y a pas de sang sur le tuyau. Or, Barbara, elle avait plein de sang sur elle. 2 jours après les funérailles de Barbara, les policiers demandent à Todd Kendemer de venir au poste parce qu'ils lui disent qu'ils ont des pistes sur le camion et ils aimeraient lui poser des questions là-dessus. Avant même qu'ils commencent à lui poser des questions, Kendemer leur explique qu'il n'a pas pris ses médicaments contre l'anxiété et que par conséquent, il est assez confus et qu'il peut oublier des détails mais qu'il va tout faire pour les aider. Très rapidement, il se rend compte que les policiers ne l'ont pas fait venir pour parler du camion mais plutôt pour l'interroger. Todd Kendemer change d'histoire. En effet, les policiers lui disent qu'ils ont contacté le certain Justin Ham chez qui il devait récupérer le camion et que Justin, il n'a jamais eu de contact avec Todd Kendemer et il n'était pas question qu'il récupère son camion et que son pare-brise n'était même pas cassé. Suite à ça, Todd Kendemer dit non, c'était pas Justin, c'était un ami de Justin. Ils ont retrouvé cet ami. Lui non plus n'avait pas de pare-brise cassé et il n'attendait pas Todd. Les policiers disent à Todd que sous les ongles de Barbara, ils ont retrouvé de l'ADN et qu'ils ont envoyé ces échantillons pour analyse. Ils disent à Todd, qu'est-ce qu'il se passe s'il ressort que c'est votre ADN ?
Comme vous aviez des griffures sur le torse, il est probable que ce soit le vôtre. Il ne sait pas comment il a eu ces griffures, c'est pas son ADN, il n'a jamais agressé sa femme, il veut résoudre l'affaire autant qu'eux. Les policiers lui expliquent par A plus B que cet accident est impossible, selon les lois de la physique ça n'a pas pu se produire, et après 3h30 d'interrogatoire, ils le relâchent puisque de toute façon ils ne peuvent rien faire. Mais 3 mois après, il retourne chez lui, il toque à sa porte et il l'arrête pour homicide volontaire. Ils l'arrêtent parce qu'ils ont relevé de nombreuses incohérences et récolté de nombreuses preuves pendant leur enquête. Pour commencer, le matin du 16 septembre 2016, Barbara était en retard pour se rendre au travail. On le sait car son fils Jordan s'est levé et quand il s'est levé, la voiture de ses parents était encore dans le garage et il les a entendus discuter, puis ouvrir le garage et partir. Il sait donc que sa mère était en retard et ce n'est pas dans ses habitudes. En plus de ça, le patron de Barbara l'a appelé à 8h02 pour lui demander pourquoi elle n'était pas là. C'était surtout parce qu'il s'inquiétait que Barbara n'était jamais en retard. Ce jour-là, Barbara n'a pas non plus appelé sa mère, alors qu'elle avait l'habitude de l'appeler tous les jours. Comme je vous l'ai dit, les enquêteurs ont parlé avec Justin Heim, qui n'avait pas besoin de nouveaux pare-brises, et aussi, il n'avait jamais donné son adresse à Todd Kendamer, donc c'est impossible qu'il se soit rendu chez lui, et il lui aurait jamais laissé les clés de son véhicule comme ça. Ça a fait des petites incohérences, cependant, quand ils interrogent les proches, la famille, parce que tout le monde soutient Todd Kendamer. Le couple était un couple qui était très heureux. Il n'avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas d'infidélité, pas d'arnaque à l'assurance vie, rien de tout ça. Le procès commence en décembre 2017 et le témoin principal de l'accusation est le médecin légiste. Le médecin dont je vous ai parlé tout à l'heure, Kathleen McCubbin. La défense de son côté n'a pas fait appel à un médecin légiste, mais l'avocat de Todd Kendamer, Stephen Eardley, a essayé de créer un doute lors du contre-interrogatoire. Il explique que peut-être que la tête de Barbara Kendamer avait bougé. Lorsque le tuyau est arrivé, il aurait pu la taper à plusieurs endroits. Ce qui aurait pu lui faire mal est certainement sa grosse tasse thermos de thé café qui était posée par terre. Quand elle a voulu éviter le tuyau, elle s'est baissée et elle a pris la tasse au niveau du front. McCubbin dit qu'effectivement, c'est une possibilité. Il ne mentionne pas la fracture du cartilage, par contre il dit que Todd Kendamer n'a pas frappé sa femme. Certes, elle avait des ecchymoses, des griffures, mais ce n'est pas lui. De son côté, le procureur Tim Grinke maintient qu'il a frappé sa femme avant de maquiller son crime. La plupart de ses proches croient en l'innocence de Todd et il y a pas mal de personnes qui s'enchaînent à la barre pour témoigner, dont la mère de Barbara, les enfants du couple, mais aussi la meilleure amie de Barbara. Sa meilleure amie dit que Barbara ne s'est jamais plainte de Todd, il n'a jamais été violent avec elle, elle était très heureuse avec lui, c'était un couple complètement épanoui. Ils étaient meilleurs amis, toujours en train de sourire, de s'amuser, jamais aucune dispute, enfin pas plus que dans un couple normal. Le témoignage du frère de Barbara va dans le même sens que les autres, ils étaient toujours là l'un pour l'autre, c'était un couple parfait et Todd Kendamer avait toujours un bon comportement avec tout le monde, enfin il était aimé de tous, vraiment. Les procureurs, eux, de leur côté, disent que ce n'est pas parce que les personnes ne voient pas de violence qu'il n'y a pas de violence au sein d'un couple. La défense fait appel à Marc, c'est un expert dans le domaine du verre, expert depuis 30 ans, pour qu'il analyse un peu les différents impacts qui ont eu lieu sur le pare-brise. La première marque qu'on voit, donc celle à droite, c'est l'impact suite au coup de poing donné par Todd. La deuxième, c'est la perforation du tuyau. Et la troisième marque tout à gauche, la plus petite, c'est celle qui a été causée lorsque Todd a retiré le tuyau. Ça a un petit peu cassé de nouveau le pare-brise. Nick Stolke, l'expert médico-légal de l'État, affirme les dires de la défense. Cependant, selon lui, ils n'ont pas été faits dans cet ordre-là, notamment à cause des deux impacts sur l'extérieur du pare-brise. Cependant, entre le moment où l'ouvrier a vu la voiture dans le fossé et l'appel au 911, il y a eu comme 5-6 minutes. Est-ce que dans ce laps de temps, Todd Kendamer, qui n'est pas violent, aurait eu le temps de tuer sa femme et de maquiller son crime? Pas sûr. Pendant son procès, Todd est appelé à la barre. Quand il est appelé à la barre, il explique pourquoi, pendant son interrogatoire, il était contradictoire. Il dit qu'il était complètement perdu et qu'il pensait à Barbara. À un moment, il dit ne plus se souvenir de rien et il change son histoire. Une troisième personne, Jared Logan, c'était lui qui devait aller voir. C'est Jared,
Sauf que Jared, lui, il dit que c'est faux. Et Kendammer, il dit que tout le monde conspire contre lui. En seulement 9 heures, Todd Kendammer est déclaré coupable. Mais 3 mois plus tard, en mars 2018, il est de nouveau en procès, car c'est au juge de décider de son sort. En réalité, il a été condamné à la peine de prison à perpétuité et le juge doit décider si oui ou non il pourra avoir une libération conditionnelle plus tôt. Il y a une cousine de Barbara qui témoigne à la barre. Elle lit une lettre qui a été écrite et signée par plusieurs autres cousins contre Todd. Sauf que, selon Jessica, sa mère, Barbara, n'a jamais été proche de cette cousine et elle la détestait même. Ce que Jerianne dément totalement en disant qu'elle s'entendait très bien avec Barbara. Le juge décide que Todd Kendammer pourra être éligible à la liberté conditionnelle après 30 ans de prison. Les enfants, Jessica et Jordan, disent que leur père n'a pas tué leur mère, c'est impossible. Ils adoraient leur mère, ils ne se disputaient presque jamais, ils s'aimaient de tout cœur. Ils ne veulent pas en rester là et ils sont déterminés à l'innocenter et à annuler sa condamnation. Ils font appel à de nouveaux avocats. Et les nouveaux avocats de Kendammer ne sont pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Jerry Buttin et Kathleen Stilling. Jerry Buttin, il a déjà défendu des grands noms. Ces avocats sont ensemble dans la vraie vie et quand ils entendent la triste histoire de Todd Kendammer, ils se rendent compte qu'il est innocent, qu'il aimait tellement sa femme, c'est impossible qu'il ait fait ça. Donc ils sont déterminés à prouver son innocence. Dans un premier temps, les avocats reviennent au tribunal via une audience de présentation de nouvelles preuves. Selon eux, son équipe de défense initiale n'était pas efficace. 4 ans après, ils sont de nouveau devant le juge Todd Berry et cette fois-ci, ils font appel à un médecin légiste qui n'est autre que Shaki Taze qui a fait déjà plus de 6000 autopsies. Selon elle, Barbara n'a pas été battue. Elle contredit tout ce que McCubbin avait dit. Les photos et les croquis disent que ce n'est pas un étranglement. Certes, il y a une fracture du cartilage, mais elle est certainement due au choc de la tête de Barbara contre sa large tasse de thé de café qu'elle devait avoir soit sur ses genoux, soit par terre. Et bien sûr, les blessures à l'arrière de la tête ont été causées lorsqu'elle s'est baissée et que le tuyau l'a frôlée. Elle dit également que certaines de ces blessures sont post-mortem et sont dues au don d'organes que Barbara a fait. Un expert en mémoire humaine est interrogé, il s'agit de Geoffrey R. Loftus. Il explique que les troubles de mémoire de Todd sont dus au stress et non pas au fait qu'il essaye de cacher quelque chose. L'aspect le plus controversé reste tout de même la reconstitution des faits et notamment de la chute du tuyau et de son rebondissement contre la route. La vidéo n'avait jamais été rendue publique. Et pour cause, ils avaient dit que ça n'avait rien donné, que le tuyau ne rebondissait pas assez. Sauf que pendant ce procès, ils passent la vidéo et on peut aisément voir que le rebond de ce tuyau peut effectivement arriver à la hauteur du pare-brise. Alors certes, ce ne serait pas de chance, mais c'est possible. Et l'accusation dit qu'il y a déjà eu d'autres accidents de voiture comme ça. Il montre des photos de voitures qui se sont retrouvées avec un tuyau dans le pare-brise. C'est juste que cette fois-ci, il y avait une femme côté passager. C'est une affaire très compliquée, puisque la justice veut un coupable, mais est-ce qu'elle ne se précipite pas un peu trop ? Et surtout, si cela ne s'est pas passé comme Todd le dit, que s'est-il réellement passé ? A-t-il eu le temps de tuer sa femme et de maquiller son crime en seulement 5-6 minutes ? La médecin légiste de la défense dit aussi que lors d'un étranglement, on n'a pas forcément une fracture du cartilage, mais que ce genre de fracture peut bien évidemment arriver lorsqu'il y a un gros choc, comme par exemple un accident de voiture. Elle dit aussi que les blessures sont trop lourdes pour que ce soit un homme qui ait infligé ça. Malgré tout le dossier et le plaidoyer fait par la défense, Todd Kendammer est toujours condamné. Il est emprisonné à 2 heures de ses enfants. Ses enfants disent que c'est très compliqué puisqu'ils le voient peu. Cependant, ils sont déterminés à ne pas l'abandonner et à prouver son innocence. Ils continuent bien évidemment d'espérer qu'il y aura une justice pour leur père. Sauf que le procureur Grimke, de son côté, dit que la justice a déjà été rendue. Et en mai 2022, le juge a refusé un nouveau procès. C'est les dernières news que j'ai en date. Voilà, c'est la fin de ce triste fait divers. Alors, simple accident ou meurtre, est-ce que selon vous, Todd Kendammer est coupable ou est-il victime d'une injustice ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet accident étrange et si vous pensez que Todd est coupable ou non. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.